Bonjour, Prisca Thévenot. Bonjour. Michel Barnier a prononcé hier son discours de politique générale. Vous dénonciez récemment les prises de parole polémiques du nouveau gouvernement, notamment celle de Bruno Retailleau. Est-ce que Michel Barnier vous a rassuré ? Oui, je dénonçais effectivement non pas les prises de position du gouvernement de Michel Barnier, mais bien d'un des membres du gouvernement de Michel Barnier, M. Retailleau. Et j'estime que M. Retailleau n'est pas une chance pour le gouvernement de Michel Barnier, puisque nous l'avons revu hier à l'Assemblée nationale. Michel Barnier, je pense, est à la hauteur du contexte politique dans lequel nous sommes. Il nous a fait hier un discours de politique générale, respectueux sur le fond et sur la forme. Sur la forme, il a rappelé, comme il l'avait déjà dit maintenant il y a plus de 20 jours, qu'il serait un Premier ministre attentif et respectueux de l'ensemble des forces politiques à l'Assemblée nationale. Et sur le fond, il a eu une belle reconnaissance sur le travail qui avait été accompli par l'ancienne majorité au cours des 7 dernières années, que ce soit économiquement, face aux crises, mais également sur des sujets très précis, comme le Code de justice pénale des mineurs ou la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Vous trouvez qu'il a désavoué quelque part Bruno Retailleau dans son discours ? Ça, c'est pas mon objet. Je les laisse régler ce sujet-là entre eux. Moi, ce qui est plus important, c'est que le Premier ministre de la France ait rappelé les fondamentaux. L'état de droit ne doit pas être menacé et nous devons travailler en cohérence avec l'ensemble des forces. Vous étiez porte-parole du précédent gouvernement. Vous auriez pu être porte-parole de ce gouvernement-là ? J'ai eu la chance et l'honneur d'être 2 fois dans un gouvernement, celui d'Elisabeth Borne puis celui de Gabriel Attal. De Gabriel Attal, j'ai été sa porte-parole. Et je dois dire que non, je n'aurais pas pu être porte-parole de Michel Barnier pour la simple et bonne raison que je viens de vous le dire. Je ne suis pas en adéquation parfaite avec certains membres du gouvernement. Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, pour ne citer que lui par exemple, mais avec aussi d'autres personnalités du gouvernement, non pas pour ceux qu'ils sont, mais pour ceux qu'ils ont voté ou pas voté, notamment à l'endroit de la communauté LGBT ou sur le sujet de l'interdiction des thérapies de conversion. Une fois que j'ai dit ça, mon enjeu aujourd'hui, c'est de faire que ça fonctionne. Et je pense que, à ce titre-là, ma place est beaucoup plus simple à l'Assemblée nationale pour pouvoir mettre tout en œuvre pour que ça fonctionne. Michel Barnier a fixé les grandes orientations, il a fixé une méthode, mais il s'est bien gardé de rentrer dans les détails. Il est quand même resté très flou. Oui, il est resté assez vague en assumant un certain nombre de lignes précises. Maintenant, c'est les semaines qui vont arriver qui vont pouvoir nous montrer le détail de sa politique. Pour ne rien vous cacher, nous avons tout à l'heure un point avec le ministre de Budget, Laurent Saint-Martin. Le travail est en cours à l'Assemblée nationale. Les députés sont mobilisés et nous ne partons pas d'une feuille blanche. Nous ne partons pas d'une feuille blanche. Donc, nous allons travailler à cela en tant que députés et le gouvernement nous donnera ses lignes dans les jours prochains. Vous parlez de Laurent Saint-Martin. C'est vrai que Michel Barnier est très attendu sur la dette et sur la manière de la réduire. Pour lui, le rétablissement des comptes passe aux 2/3 par la réduction de la dépense publique. Mais où ? Il n'a pas précisé. Où ça, il faudra le poser justement au gouvernement et nous serons là aussi pour voir où cela peut être fait, où cela ne doit pas être fait. Il y avait une règle très simple qui avait été établie par Gabriel Attal en son temps, c'est que nous devons pouvoir continuer à investir là où on doit et économiser là où on peut. Et cette phrase, elle veut tout dire. C'est-à-dire que nous devons continuer à avoir une politique extrêmement forte sur l'offre, sur la croissance, parce que nous pourrons à ce moment-là générer des recettes pour financer un certain nombre de politiques publiques nécessaires, comme celle du maintien de l'ordre, la justice, encore la santé ou l'éducation. Il a aussi annoncé une contribution exceptionnelle pour les Français les plus fortunés. Mais c'est qui, ces Français-là ? À partir de quel montant on est riche ? François Hollande disait 4 000 euros. On est dans ce référent-là ? Je pense que vous l'avez très justement dit en début d'interview, je ne suis aujourd'hui plus la porte-parole du gouvernement. Et à ce titre, je peux vous répondre, moi, en tant que députée d'Ensemble pour la République, mais je ne peux absolument pas venir vous expliquer par le menu les précisions du Premier ministre. Ça, il faut que le Premier ministre s'en explique et il le fera. J'en suis sûre. Gérald Darmanin et aussi 27 députés macronistes sont opposés à toute hausse d'impôts, même limitée aux plus aisés. Ça veut dire que Gérald Darmanin, puisque c'est quand même ce qu'a proposé hier Michel Barnier, une hausse d'impôts pour les plus aisés, il pourrait censurer ce gouvernement ? Je pense que nous ne sommes pas dans une démarche de menace vis-à-vis du gouvernement. Il a un peu menacé Gérald Darmanin à Tourcoing. Il a dit « Nous ne soutiendrons pas Michel Barnier s'il faisait des hausses d'impôts sur les plus aisés. » Nous rappelons simplement nos lignes.
Est-ce qu'en France, nous ne sommes pas déjà avec un taux de pression fiscale extrêmement important, aussi bien sur les ménages que sur les entreprises? Pardon, mais je pense que c'est bon, on n'a pas besoin d'un énième choc fiscal en France. On peut aujourd'hui C'est pourtant ce qui se dégager... prépare, 18 milliards d'après le C'est pour ça Parisien. que je dis que nous serons attentifs, nous serons très vigilants, parce que je pense que la France n'a pas besoin d'un choc fiscal, mais a besoin d'un choc de croissance. Et c'est par la croissance, c'est par une démarche d'attractivité, comme nous le faisons depuis 2017, que nous pourrons générer des recettes supplémentaires. Mais quand Michel Barnier dit que le deuxième poste aujourd'hui de dépense, c'est le remboursement de la dette et que c'est le deuxième poste après l'école, est-ce que vous ne pensez pas que les Français sont choqués de voir tous ces milliards déversés pour rien? Moi, vous savez, sur tout ça... Et que ça mérite un choc fiscal. Non mais attendez, les Français, ils ont déjà, pour la plupart, des difficultés à boucler les fins de mois. Est-ce qu'ils méritent un choc fiscal? Je ne pense pas. Vraiment, je ne pense pas. En tout cas, c'est pas la ligne politique que nous défendons depuis 2017. Au contraire. En revanche, moi, ce que j'entends chez Michel Barnier, j'en suis rassurée, c'est qu'enfin, il va y avoir une démarche aussi d'honnêteté et de transparence vis-à-vis entre les mots et les actes. Je pense qu'un certain nombre de LR, les Républicains, aujourd'hui doivent s'inspirer de ce que dit Michel Barnier. Pourquoi? Parce qu'au cours des dernières années et des derniers mois, au sein de l'Assemblée nationale, qui a travaillé à faire en sorte que le redressement des comptes publics puisse avoir lieu après, effectivement, les dépenses de protection que nous avons pu faire pour la crise Covid ou la crise de l'inflation? C'est l'ancienne majorité présidentielle. Rien que l'année dernière, les amendements des Républicains représenter 124 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Vous allez me dire, oui, mais c'était l'année dernière et avant. Ben avant, c'est quand même eux qui se sont opposés à la réforme des retraites, parce que rappelons que chaque année, le gros poste de dépenses de l'État, c'est justement le complément du déficit pour le sujet des retraites. Donc moi, ce que je dis, c'est plutôt allons-y. Nous, ça fait quand même plusieurs mois, plusieurs années que nous sommes sur cette trajectoire. Jusqu'à présent, nous étions un peu tout seuls. Je suis ravie aujourd'hui que nous avons aujourd'hui un leader qui s'appelle Michel Barnier, qui vient d'une famille, les Républicains, et qui va pouvoir peut-être inspirer sa propre famille politique. Il y avait quand même une image assez étrange hier à la fin du discours de politique générale, c'est que le Bloc central n'a pas applaudi. Ah, si, je peux vous dire. On a vu 47 députés républicains applaudir, se lever. Mais alors, pas un député du Bloc central ne s'est levé pour applaudir le Premier ministre. C'est un faux procès qui nous est fait. Il peut compter sur ce Bloc central? Non, franchement, il peut non seulement y compter, mais en plus, depuis le début. Moi, je le redis encore une fois, Michel Barnier a toutes les conditions réunies pour réussir la mission qui lui a été confiée par le président de la République. Ces conditions dont nous n'avons pas pu bénéficier, puisque les Républicains ont été des opposants farouches à l'ancienne majorité présidentielle pendant plus de 2 ans. Ils se sont aussi fortement opposés à nous que la LFI ou le RN pouvaient le faire à notre endroit. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons cette ancienne majorité présidentielle qui veut la réussite de ce gouvernement dont nous ne sommes pas de la même famille. Nous sommes passés Gabriel Attal, il veut vraiment la réussite du gouvernement? À ce moment-là, pourquoi il y aurait d'anciens députés Ensemble pour la République qui sont aujourd'hui dans le gouvernement de Michel Barnier? Je crois qu'il faut aussi regarder ça. Nous ne sommes pas simplement dans l'incantation des mots, nous sommes dans la réalité des actions. Nous sommes partie prenante de ce gouvernement, et parce que nous sommes partie prenante de ce gouvernement, nous allons avancer avec responsabilité, honnêteté et bien évidemment vigilance. Sinon, ça serait donner un blanc-seing dont les Français ne seraient pas vraiment... avec lesquels les Français ne seraient pas vraiment OK. Un dernier mot, Michel Barnier s'en remet beaucoup à l'Assemblée nationale. Il dit qu'il y aura un partage de l'ordre du jour, il y aura des amendements qui seront davantage pris en compte. Vous dites que c'est une bonne chose, ou il n'y a pas au contraire un risque de parlementarisme, des choses se bloquent, se crispent? Vous parlez à une parlementaire en peut-être disant que le parlementarisme ne serait pas bien. Moi, ce que je dois dire, c'est que le Parlement est là, il est vivant, et plus que jamais, oui, le poids de la décision politique va se faire au Parlement. Sur ça, Michel Barnier a complètement raison. Et pardon, c'est factuel. Maintenant, ne laissons pas croire que le Parlement était endormi pendant les 2 dernières précédentes années. C'est pas vrai. Nous avons réussi à voter un certain nombre de lois, de textes, d'amendements, et nous avons fait... Et là, c'est assez ambitieux. Michel Barnier, il est assez ambitieux. Je pense que là, sur le détail, nous allons voir. Je pense que hier, l'enjeu du Premier ministre, c'était de rappeler des fondamentaux, puisqu'il y avait eu une espèce de cacophonie gouvernementale avec un certain nombre de prises de position qui pouvaient nous mettre en questionnement. Et je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui. Ensuite, pour le reste, nous allons voir sur les semaines à venir. Merci beaucoup, Prisca Thévenot. Bonne journée à vous.